Cher Président, c'est le cœur battant que je vais vous demander de nous dire qui obtient la Palme d'Or. C'est la première fois qu'elle est à Cannes pour le festival. La musique retentit, la montée des marches va pouvoir commencer. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, édition spéciale Cannes 2025, le rendez-vous incontournable du cinéma et des paillettes, où on vous apporte chaque jour un compte-rendu des films qu'on a vus, de nos anecdotes marrantes, de nos galères parfois, et même des stars qu'on a croisées. Comment ça va, Nora? Mais ça va super, horaire particulier aujourd'hui, mais ça reflète bien, je pense, les journées chargées qu'on a en émotions et en projections. Oui, on peut le dire, on enregistre, il est 23h12, voilà, du soir. Comment ça va, Jess? Mais ça va très bien, je suis contente d'être avec vous pour cette séance de minuit, du coup, du Festival de Cannes. Parce qu'effectivement, on vient de commencer à enregistrer et il est 23h13, tout à fait. C'est une bonne heure pour commencer à bosser, moi, je trouve. Oui, parfait. On est tout frais, on est tout frais. On est pimpant. On s'est quand même pris un petit apéro extrêmement rapide, mais quand même, il est important. Très très bien. Alors, au programme de notre épisode du jour 3, on vous parlera du nouveau film de Ari Aster, Eddington. Ari Aster, pour qui c'est la première participation au Festival de Cannes. Ensuite, on vous parlera du premier choc de Cannes, Syrah, véritable ovni franco-espagnol, Mad Max ou LSD, vous allez voir tout ça. Ensuite, troisième film du jour, qui a déjà ravi la critique, et c'est trop chouette parce qu'il s'agit de L'intérêt d'Adam, de la réalisatrice belge Laura Wandel, on vous raconte tout ça. Et enfin, Nora nous parlera de Qui brille au combat de Joséphine Japy, mettant en scène notamment Mélanie Laurent. Est-ce qu'on est prêt pour cette sélection de fous? Mais oui. Mais c'est lundi. Eddington, New Mexico, despite its meager population, is quickly being co-opted in online circles. I'm ready to continue leading our town and fighting the pandemic and the racial and economic. Alors, Eddington, pour le petit pitch, mai 2020. La date est importante, évidemment, on est en plein Covid. Nous sommes à Eddington, une petite ville du Nouveau-Mexique. La confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres. Le pitch est tout à fait mystérieux et c'est très bien pour ce film d'Ari Aster. Donc, film de Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone, entre autres. Film réalisé par A24, ça fait toujours un petit peu plaisir. Dédicace à notre Sacha. Et puis alors, petite anecdote de dingue, je te laisse Jess la raconter parce que c'est un petit peu dingue. On sortait à peine du film, hop là, on croise qui? Joaquin Phoenix dans les couloirs. Effectivement, oui, non, c'est vrai que c'était pour une fois, en tout cas pour moi, on a essayé une soirée, on a croisé un peu du people. Voilà, juste entre deux portes de toilettes dans les couloirs. Mais effectivement, déjà dans la salle, quand on s'est installé pour voir la vision de presse, on a croisé un certain Antoine Decaune, qui était là casual, en mode incognito, assis genre 2 sièges devant nous. C'était assez cocasse. Et effectivement, en sortant de la vision de presse, effectivement, vous étiez en train de marcher devant moi, je crois. On n'a rien vu. Voilà, il y a un mec poivre et sel qui passe à côté de moi avec des lunettes de soleil et je me fais, mais dis donc, il me rappelle quelqu'un. J'ai l'impression que je viens juste de voir. Et les gars, je pense qu'il y a clairement Joaquin Phoenix qui vient de passer devant nous. Donc merci Jess, en fait, parce que nous, moi, j'étais en débrief avec vous. Mais vous êtes blasés parce que vous avez déjà vu Tom Cruise. Ouais, et Bobby. Et Bobby. Donc voilà, on a vu presque du beau monde rapidement aujourd'hui. Et puis on peut le dire aussi, en passant gentiment en terrasse, en essayant de rentrer ici, on a croisé Romain Duris, voilà, qui prenait son petit café à moins de 2 mètres de nous aussi. Au Martinez, non? Ouais, au Martinez, exactement. Mais oui, on a vu un peu du monde. Le commun des mortels qui côtoie les dieux. Oh là 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 là. Bon, allez, on arrête de se la péter les copains. On rentre dans le vif du sujet. Petit tour de table rapide, ce Eddington qui était super attendu. On avait vraiment galéré pour avoir des tickets, mais finalement on était là tous les trois dans la même séance. Très rapidement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Eddington de Nora? Ben moi je suis déception. En fait, je l'attendais en fait impatiemment ce film et j'ai été complètement déçue. Pour moi, c'est un grand nom. Je me suis à la fois ennuyée, énervée, j'ai pas compris le propos. Donc voilà, gros ratage pour moi. Pour te citer pour nos auditeurs, tu m'as dit si on avait été à Bruxelles, je crois que je me serais levé. Exactement. Non, je pense que alors que ça m'arrive jamais, je pense que je serais partie parce que j'étais là. Non, on se fout de ma gueule. Waouh, ben ok. Strong statement. Et toi, Jess, ce Ari Aster? Moi, je vais pas être aussi dure que toi, Nora. J'avoue être plus ou moins mitigée. Je trouve que tout n'est pas à jeter dans ce film. Il y a des choses intéressantes. Après, c'est vrai qu'Ari Aster, c'est un réalisateur particulier. C'est vrai que c'est un peu le réal qui réveille nos traumatismes enfouis. Pour moi, Ari Aster, c'est un peu celui qui aime nous sortir d'une zone de confort parce qu'il a fait Hereditary en 2018 et Midsommar en 2019.
Là, je trouve qu'avec ce film, Eddington, il fait une proposition un peu moins téméraire et un peu moins intéressante. Même si c'est clairement, c'est un peu dans l'air du temps, si je peux dire, en fonction de ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe en Amérique. Et puis plus récemment, il avait fait Beau is Afraid déjà avec Joaquin Phoenix, donc c'est la deuxième fois qu'il travaille avec lui. D'ailleurs, on en avait parlé dans le podcast, n'hésitez pas à rattraper aussi cet épisode. C'est un peu le gars du cauchemar, ouais. Il aime bien créer des trucs. Ouais, un peu malaisant, c'est le gars du malaise. Et c'est surtout le gars dont t'es jamais vraiment sûr de ce qu'il a vraiment voulu dire en termes d'interprétation. Il y a tellement de choses qui sont un peu cryptiques, mystiques, mais peut-être là qu'il en a trop fait. Moi, je suis vraiment en demi-teinte. J'ai passé un moment moyen. J'arrive pas encore peut-être à chaud là à mettre les doigts, vraiment le doigt sur ce qui va pas, mais en tout cas ce qu'il a voulu dire politiquement, je suis pas tout à fait sûr qu'il atteint sa cible. Par contre voilà, au niveau réel c'est super et clairement les acteurs super aussi dans la grande majorité, donc voilà. Mais j'avoue, bon, c'était le Ari Aster, on l'attendait de ouf, je pense qu'on se l'est sursaucé, on l'attendait trop et peut-être un peu déçu pour ça. Oui, c'est ça. Enfin, moi j'aime bien ta métaphore du cauchemar parce que souvent dans le cauchemar, tu vois, le rêve n'a pas vraiment de sens et puis il y a des bouts de choses et je trouve que le film c'est exactement ça. C'est très absurde, c'est du grotesque. Il y a de l'humour, je pense, mais que j'ai pas du tout compris. Il y a en effet une belle broche avec d'acteurs, mais j'aime pas les personnages. Enfin, j'ai pas trouvé les personnages intéressants. Donc, je trouve que moi, je suis passée à côté et je comprends pas ce qu'il veut me raconter, quoi. Je trouve même qu'il y a des moments où je trouve ça maladroit, malaisant par rapport, par exemple, aux jeunes qui manifestent, où ils se foutent clairement de leur gueule. Ça m'a dérangé, en fait. Donc, il y a des moments vraiment, sans spoiler, j'ai trouvé ça limite pas insultant. Je vais pas aller jusque là, mais c'est censé être un peu drôle et censé être une satire, mais je trouve que ça nous dit rien et que le propos est pas clair du tout. Ouais, donc, ça se moque un peu de l'Amérique rouge, l'Amérique un peu trumpiste, un peu républicain, qui a l'air d'être très bête. Enfin, vraiment, genre, c'est presque une caricature et je sais pas si ça sert vraiment le propos qu'il veut vraiment tenir. En même temps, il se moque un peu de tout le monde. Et d'ailleurs, il y avait des blagues, des gens riaient dans la salle. Moi, je riais pas vraiment, mais au moment où ça riait, je me dis, mais en vrai, ça déforce ce qu'il veut dire. Si tant est que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et toi, Jess, qu'est-ce que tu vois qu'il a bien voulu dire en ce film? C'est vrai qu'on en a déjà parlé. C'est que le festival de Cannes, un peu, c'est le moment où se convergent un peu toutes les crises que traverse le monde. Et là, du coup, on savait que, les films américains allaient peut-être un peu fustiger, flinguer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ou en tout cas, concrétiser un peu tout ça. Et là, je me dis, ok, voilà, après la première demi-heure du film, je me dis, ok, Ari Aster, ça y est, il nous propose sa petite critique, sa petite satire de l'Amérique profonde, effectivement, qui vote Trump. Mais du coup, il aborde plein de thématiques. On a vraiment le complotisme, on a effectivement l'ancien maire et puis le nouveau maire, enfin les élections qui sont en cours. On a effectivement la police, on a des violences policières, on a les réseaux sociaux qui sont abordés aussi, le port de l'arme, enfin les armes à feu. Les théories du complot. Le Covid aussi, forcément, on est en plein Covid. Le film démarre avec le Covid et le flic qu'on suit, qui est donc interprété par Joaquin Phoenix, est en fait un complotiste qui refuse de porter le masque. Donc au début, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il met en place en me disant tiens, on suit un peu ce flic qui clairement veut pas suivre l'ordre établi. Mais après, effectivement, à la fin du film, on voit qu'il veut nous emmener dans ce truc où ça part un petit peu en cacahuète sans trop spoiler. Mais ce qui, moi, m'a posé problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, comme tu dis Nora et comme tu dis Martin, qu'est-ce que Ari Aster essaie de nous dire? Ça manquait un peu d'un vrai propos, je trouve. Oui, ok, c'est une grosse satire, mais il y va avec ses gros sabots. On rit un petit peu parce que délibérément, il nous met face à des situations un peu gênantes et un peu trash. Mais je me suis demandé vraiment quel était son point de vue sur tout ça. Oui, il dénonce un petit peu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, mais il le fait pas du tout de manière très fine. Non, il ne creuse rien, en fait. Comme tu dis, ça met des bouts de plein de choses, et puis sans creuser, c'est vrai que les réseaux sociaux sont très présents. Ça m'a frappé dans le film. On voit beaucoup l'influence des réseaux sociaux sur les personnages et comment ils essayent de réagir par rapport à ça et comment ça influence leur comportement et ils jouent avec ça, ils jouent avec tous ces codes et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un truc qu'on voit moins dans d'autres films. Ouais, on voit des plans où carrément ils sont en train de scroller, quoi. Tu vois vraiment et c'est marrant parce que tu vois des mèmes qui sont hyper absurdes. Tu sais, il y avait un truc avec une galaxie, il disait vous êtes là tout petit en train de payer des taxes pour des pédophiles, un truc comme ça. T'es là genre ok, et ça a fait éclater de rire le truc. Sauf qu'à nouveau t'es là genre oui, mais on ricane, mais en même temps oui. C'était un peu étrange, tout était parsemé de petites graines comme ça de mèmes complètement foireux. Mais bon, c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait vraiment se plonger dans le scrolling de quelqu'un qui serait dans cette espèce de bulle à écho des réseaux sociaux. Ou dans une bulle plutôt progressiste, parce que Pedro Pascal incarne la frange plus progressiste, on va dire, du truc, même s'il est prêt à ouvrir ce data center un peu foireux. Et puis t'as le shérif un peu cow-boy, un peu complotiste, qui baigne là-dedans, qui veut absolument se lever contre le gouvernement, globalement c'est ça. Enfin, il a l'air d'être à côté de la plaque, en même temps il va à fond, quoi. Ouais. Non, et c'est un détail, mais je me suis dit c'est la première fois qu'on filme aussi un peu la réalité du quotidien avec les téléphones à ce point-là. Non, vous trouvez pas par exemple le couple qui se couche avec chacun avec son téléphone et tout ça? Je me suis dit ça fait tellement partie de nos vies maintenant que c'est reflété aussi de plus en plus en profondeur dans les films. J'ai trouvé ça c'est un truc qui m'a marqué. Moi je me suis demandé si l'un des thèmes du film c'est pas de montrer à quel point l'humiliation fait des dégâts.
C'est sûr que c'est une thématique parce abordée. que, en fait, même si il est bête, selon notre point de vue, finalement, éduqué ou un peu européen, Donc le rôle centré, il y a du tout flic. ça. Oui, Le rôle de Joaquin Phoenix, clairement, enfin, le film, allez, c'est pas moi qui se pas un jugement de valeur, le film, clairement, pose des feintes, des blagues qui montrent que vraiment, il y a une absurdité dans certaines visions que peuvent avoir un certain électorat rouge, donc rouge républicain, et en même temps, il y a une humiliation permanente aussi, c'est des gens qui, mine de rien, souffrent pour des raisons qu'on peut entendre aussi, et par contre, à quel point l'humiliation fait faire des choses de dingue, te fait péter un câble vraiment. Il y a notamment cette scène où il va se retrouver sans spoiler, mais dans une certaine fête, et il vient juste débrancher la musique tellement c'est insupportable d'entendre les gens faire la fête. Et il y a quelque chose d'absurde, c'est comme venir se taper contre un mur, ça n'a aucun sens. Mais l'humiliation est tellement totale, et le ricanement des autres est tellement total que tu pètes un câble, et c'est un cauchemar. Enfin, donc je me suis demandé s'il n'y a pas ça, et ça éventuellement c'est peut-être intéressant, je sais pas. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Il y a clairement à un moment donné ce flic incarné par Joaquin Phoenix qui effectivement il se présente pour être élu nouveau maire. Et effectivement, les choses se passent pas tout à fait comme prévu pour lui. Et donc de plus en plus, il essuie des humiliations. Et donc oui, je pense c'est un peu à ce moment-là, on comprend quelque chose il y a un truc qui se passe. Mais c'est surtout le propos du film, c'est cette guéguerre entre le maire et le shérif en fait, qui va s'escalader. Oui, c'est vrai, mais c'est même pas tout le propos du film. C'est ça qui est fou. Il y a une partie gore à un moment donné. Oui, après ça part dans autre chose. Ça part oui, complètement dans autre chose. Mais tout part de là. Tout part de là. C'est toujours, c'est tout part de cette rivalité-là en fait. Bon, mais très bien. Mais avant de passer au film suivant, peut-être une petite note qui sauve le film. C'est quand même un Joaquin Phoenix impérial quand même. Il est très bon. Emma Stone, peut-être un petit film. Pedro Pascal, je pense pas c'est pas son rôle, mais qu'est-ce qu'on a pensé du casting? Ça va, le casting, il tient quand même, non? Ou bof, je vois Nora, bof. Mais justement, je voulais avoir votre avis, parce que sur papier, on nous a vendu Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix. Finalement, et Austin Butler aussi, on l'a pas dit. Et Austin Butler, il est là 1 minute. Emma Stone aussi, c'est assez mineur son rôle. Et pareil, Pedro Pascal aussi, son rôle n'est pas si important que ça. Arrêtons de survendre Pedro Pascal, parce que là, il fait une petite apparition et puis il y a une telle hype autour de lui que je commence à ne plus comprendre, en fait. Désolée. Par contre, je trouve que Austin Butler, moi, je trouve qu'il apparaît pas beaucoup, mais il a un charisme énorme. Moi, je trouve que c'est un acteur qui... Il joue bien le gourou. Waouh, oui, il joue très très bien le gourou. On y croit à fond. Moi, je trouve que c'est lui qui sauve un peu. Emma Stone, rôle décevant, je trouve. Mais oui, elle est juste là à faire la cruche, elle est quasi la tout le femme. temps dans les projets A24, parce que je crois que si elle a des parts chez A24, c'est vraiment, elle est très très présente, elle soutient, elle produit en fait énormément. C'est une productrice de prolixe, quoi. Vraiment, elle finance plein de projets. C'est pour ça qu'elle est là, quoi. Mais oui, c'est pas... Et c'est vrai que ce qui nous a dérangé aussi, c'est que quand le film démarre et qu'on voit une photo d'elle, on a l'impression qu'en fait ça va être la fille de Joaquin Phoenix. Et en fait non, c'est sa femme. Donc ça aussi, ça m'a un peu perturbée. Donc ça m'a mis du temps un peu pour entrer dans le film et de trouver ça crédible. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est un sentiment personnel. J'ai trouvé ça moyennement crédible, le couple qu'ils ont ensemble à l'écran. Et effectivement, elle a un rôle assez minime finalement. Donc Joaquin Phoenix, il est très bien, ça c'est sûr. Il doit plus nous démontrer que c'est un très bon acteur, mais il est vraiment omniprésent dans le film et les autres acteurs un peu moins. Bah oui, donc vous l'avez compris, on est vraiment en demi-teinte sur ce film. Peut-être qu'on l'attendait trop. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de ce film quand vous aurez l'occasion de mettre vos petites mirettes dessus. Et nous, on va passer au deuxième film qu'on a vu aujourd'hui, Sira. Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent. Afak, a una. Aquí solo hay polvo. Pour le petit pitch, un père et son fils parviennent à une rave perdue au cœur des montagnes au sud du Maroc. Ils cherchent Mar, fille et sœur, disparues depuis plusieurs mois lors de l'une de ces fêtes sans fin. Plongés dans la musique électronique et une liberté brute qui leur est étrangère, ils distribuent inlassablement sa photo. L'espoir s'amenuise, mais ils s'obstinent et suivent un groupe de ravers vers une dernière fête dans le désert. Le film est cryptique, surtout quand on sait de quoi ça parle vraiment, en tout cas ce qu'on a vécu. Ça a été un petit peu une dinguerie, donc ce film de Oliver Lax, avec Sergi Lopez, avec Bruno Nunez, avec Jad Oukid et d'autres acteurs qui, voilà, moi je ne connaissais pas. Je pense qu'ils ont été un petit peu recrutés pour le rôle, pour ces rôles-là. Très petit tour de table d'abord rapidement. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce Sira qu'on a vu à 23h et qui a, je pense, mis une énorme baffe à toute la salle qui était là? Et tiens, tu m'enlèves les mots de la bouche et la baffe de la joue, parce que j'allais dire c'est la claque de ces premiers jours de festival. Je pense vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ça. Ce film va me hanter longtemps, je pense. Et toi, Jess? Ben oui, je pense aussi que vu qu'on était à 3 dans la salle de cinéma, on l'a regardé ensemble. Et parmi tous les films qu'on a vus ensemble, c'est, je pense, celui qui a provoqué le plus de réactions physiques et psychologique de nous 3. En tout cas, Nora, je t'ai vu avec la main sur la bouche pendant un moment donné, une demi-heure.
Choqué. Ouais. On est choqués comme des chocs à pic. Voilà, je pense que c'est le film qui nous a le plus secoué jusqu'à présent au festival. C'est un film qui, mine de rien, c'était de la bombe, hein, vraiment. Oui, tout Sans à trop fait. spoiler, bien Sans sûr. spoiler, mais c'est vraiment une expérience. Ce film, c'est un ovni. Moi, je pensais vraiment partir, sur une traversée du désert, quelque chose un peu mi-spirituel, mais ça tourne. En fait, le film prend des tournants totalement inattendus. C'est un film original. Oui, vraiment. J'ai pas envie de spoiler, donc j'ai pas envie de trop en dire. C'est difficile. On quoi. pourra peut-être pas en dire grand-chose. Non. Il faut le vivre. Il faut le voir, sensoriel. il faut le vivre. Le scénario est finalement assez accessoire. Il y a juste un petit indice qu'on nous donne dans un carton de texte dès le début du film que Sirat, dans sa signification, veut dire un chemin, le pont très ténu entre le paradis et l'enfer, mais que c'est aussi fin qu'un fil et c'est aussi aiguisé qu'une épée. Voilà. Donc on comprend pas trop ce qui va se passer. Ça mais on a un petit indice quand même ça que donne quand même, en tout cas, une idée de chemin vers quelque chose d'un peu infernal potentiellement. Et mais c'est moins l'histoire que la sensation, vraiment. Et le son, qu'est-ce qu'on a pensé de son? Ça vous saisit dès les premières secondes. Ça commence sur une scène de rave, avec des enceintes qui sont branchées dans un désert. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans une salle, donc la salle, la Debussy, celle-là, bref, c'est pas important. Mais on a croisé des gens qui, eux, avaient eu l'occasion de le voir en IMAX avec un autre type de système et que ça les a fait vibrer jusque dans leur cœur, quoi. Vraiment, genre, ils sentaient les trucs. C'est un film qui, je pense, mérite d'être vu en IMAX ou dans une salle dont le son est vraiment qualitatif, quoi. C'est vrai qu'une des choses qui contribue, qui participe à l'expérience un peu dingue qu'est ce film, c'est clairement la bande-son et la musique électro. Effectivement, c'est vrai que la première scène, on est directement plongé dans cette ambiance un peu électro parce que Sergi Lopez arrive avec des petits papiers de la photo de sa fille parce qu'il cherche. Donc il arrive dans cette rêve au milieu du désert, on est au beau milieu du Maroc. Il est en train de parler à des gens qu'il ne connaît pas, mais il cherche sa fille. Et donc à ce moment-là, il y a déjà de la musique. Et c'est vrai que le sujet de la musique revient souvent parce qu'on a souvent de l'électro dans les oreilles, mais on a aussi quand même cette femme un peu punk, hippie. Enfin, ils trimballent tous des baffles en fait dans le grand camion. Donc je me suis dit tiens, est-ce que le rôle de la musique va être récurrent dans le film? Finalement, c'est un rôle sans vraiment en avoir un non plus. Mais par contre, effectivement, j'ai adoré la musique. C'est vrai que la musique est un point fort de ouf dans ce film. Mais c'est sûr que après cette première scène où Sergi Lopez débarque et cherche sa fille, on arrive à un moment donné au milieu du film où il y a une grosse rupture scénaristique que je ne vais pas spoiler, t'inquiète pas Martin. Je faisais des grands signes en mode je ne vais pas raconter ce qui va se passer. On va se faire des abonnés partout. Mais non, je ne vais pas raconter ce qui se passe, mais il y a clairement une rupture au milieu du film. Et moi, c'est un peu ça que j'attends du cinéma, même si ce film m'a été un peu inconfortable par certains moments. C'était une expérience sensorielle inédite et un peu parfois difficile à vivre. Moi, ce que j'attends un peu du cinéma, c'est qu'il m'amène là où je l'attends pas. Et c'est sûr que ce film, en un coup, il y a ce revirement de situation et j'étais choquée. Évidemment, j'étais là, what, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je suis là, mais c'est ça en fait. C'est ça que j'ai besoin que le cinéma provoque, c'est des gros chocs. Des gros chocs, tout à fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est aussi le rapport au titre que t'as expliqué entre le paradis et l'enfer. C'est que le film aussi, entre ces moments de fête, où on est plongé dans cette rave, non pas dans cette rave. L'accent nul. Une grosse rave. Dans une grosse rêve. Les belles chants là. Il est minuit, je rappelle, il est minuit, nous sommes fatigués. Donc on est plongé, avec la musique, de cette ambiance un petit peu, on plane un peu. Et puis avec cet enfer du désert, donc c'est ça qui est super surprenant en fait. C'est vrai que c'est pour résumer le film, on pourrait dire que c'est une sorte de road trip un peu punk qui vire au cauchemar et une sorte de voyage au bout de l'enfer. On sait pas trop où le film nous emmène, effectivement. Et en même temps, je trouve qu'il y a cette traversée du désert qui est un peu à la fois physique et un petit peu symbolique, je trouve, mais on le comprend mieux quand on voit le film. Non, complètement. Pour moi, c'était une espèce de Mad Max poétique sous LSD, vraiment. Enfin, oui, c'est vrai que... Voilà. Oui, parce que la drogue est un peu citée à plein présente de moments. aussi. La drogue est présente. La drogue est présente, je répète, la drogue est présente. Âme sensible, s'abstenir. Et c'est vrai que c'est bizarre, on a senti, donc le fait de le voir en plus dans une grande salle avec plein de journalistes à Cannes, on vit les réactions avec tout le monde. Ça qui est assez fort, c'est que finalement tout le monde a réagi super fort quand il se passe un truc un peu de ouf. Et que je me souviens avoir été un peu choquée au début, me dire mais pourquoi est-ce que ce film nous emmène là? Je sais que directement après la séance, je me suis dit merde, mais en fait c'est hardcore. Mais en fait le film, je l'ai encore en tête depuis 2 jours parce qu'il m'a vraiment marqué. Et c'est totalement ça en fait. Allez, ça fait un petit peu behind the scenes dans les coulisses de comment ça se passe pour nous, mais en fait, en tant qu'accréditation journaliste qu'on a ici, on croise plein de journalistes, on a même des salles dans lesquelles on peut travailler ensemble, etc. Il y a même du café, c'est super chouette. Mais du coup, c'est vrai que depuis hier, depuis le moment où on a vu ce film, en tout cas, il y a tout le monde qui parle de ça. C'est genre, il y a une émulsion. Oui, t'as vu Syrah, c'est oui, genre, c'est vrai. limite la drogue sous le manteau. T'as vu Syrah? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en veux, c'est de la bonne, hein? Non, mais vraiment, genre, tout le monde est sous le choc. En fait, l'ensemble du festival, il y a une espèce de truc qui plane
dans ce festival, on est dans les canyons marocains, quoi. Il se passe quelque chose de bizarre. C'est quoi. ça qui est un peu grisant, c'est très en un rigolo, coup d'avoir un film qui sort un peu du lot à 4 jours de festival et on le sent un peu comme ça. Mais j'imagine l'année passée, il y avait ça avec The Substance où tout le monde était là, waouh, tu as vu ça? Et je pense que Syrah, c'est le Substance de cette année, quoi. Oui, ou le Titane, il y a 2 ans, tous ceux qui avaient vécu le Titane le soir, c'était aussi un 23h, ils sont sortis, certains sont sortis, hein. Là, à l'époque, les gens étaient partis de la salle tellement c'était vraiment insoutenable. Donc c'est assez cool. On va pas vous mentir, des premières critiques, on a déjà vu les gens mettre des 5 étoiles, c'est la palme. Bon, on se calme les cocos, il reste encore 10 jours de film, il y a encore 22 films, on répète, au total dans la sélection. Mais c'est clair qu'il part avec un sacré avantage. Nous, de ce qu'on a vu, on en a vu 6-7 déjà sur les 22, il est numéro 1, on pense. Pour le moment, sort du lot. Faudrait qu'il se fasse détrôner, mais ça va être dur de le détrôner, donc il y a un bon candidat palme en tout cas. Bon, très bien, nous on va passer au 3e film de la sélection, L'intérêt d'Adam. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que quand je vous dis qu'il a mal au ventre, vous refusez de me croire. Mais arrêtez de lui dire que ce qu'on lui donne est mauvais, il aura plus mal au ventre. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. Si vous refusez de collaborer, on va être obligé de lui remettre la sonde de gavage et vous aurez plus droit de visite. Ça lui fait mal. C'est bien pour ça qu'on a demandé à madame la juge que vous puissiez revenir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Si tu manges pas, tu vas pas guérir. Et tu risques encore de te casser quelque chose. Oui, alors L'intérêt d'Adam, c'est donc un film franco-belge qui a fait l'ouverture de la semaine de la critique. Il a été réalisé effectivement par la Belge Laura Wandel, qui avait déjà réalisé le film Un monde en 2021, qui parlait d'harcèlement scolaire. Au casting, on retrouve Léa Drucker et Anna-Maria Vartolomei, qu'on a pu voir dans Monte Cristo ou encore L'Événement, notamment. Alors, Léa Drucker incarne une infirmière en pédiatrie qui tente d'aider une jeune mère en détresse qui risque de perdre la garde de son jeune fils, Adam, qui a 4 ans. Et donc, du coup, elle attend une décision de justice et donc elle peut seulement venir voir son enfant pour lui donner les repas. Et son enfant souffre de malnutrition. Du coup, Léa Drucker a vraiment envie d'aider cette jeune mère. Et donc, ce qui marche très bien dans ce film, c'est qu'on est vraiment en immersion dans le milieu hospitalier. La caméra au point. On suit vraiment les déambulations de Léa Drucker. On est vraiment avec les 2 femmes pendant tout le film. Donc, c'est une vraie immersion. Léa Drucker et Anna-Maria Vartolomei jouent toutes les 2 très très bien. Franchement, le casting, c'est un gros plus. Elles sont vraiment toutes les 2 impeccables. Le petit garçon aussi joue très bien. Et c'est une histoire qui joue beaucoup sur les tensions. En fait, on ne sait pas quel sera le dénouement. On comprend un petit peu les enjeux qui se jouent. On comprend que la mère est un peu en détresse émotionnelle. Le petit garçon veut rester avec sa mère. On comprend que Léa Drucker veut aider ce petit garçon et cette mère, mais que la justice essaie de les en empêcher. Donc c'est un film oppressant. J'ai vraiment retenu mon souffle pendant 1h30. Mais c'est très bien fait. Et c'est ce qui est une des forces du film aussi, c'est d'aborder des thèmes comme ça. Je trouve qu'on voit rarement au cinéma des jeunes mères en galère, ou en tout cas les infirmières qui s'occupent de jeunes enfants dans les services pédiatriques, quand la justice s'en mêle. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et on voit un peu les limites aussi du système hospitalier et les limites de la justice. Donc c'est un film sous tension, une sorte de suspense psychologique, une narration très efficace, une mise en scène aussi très efficace. Donc un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui nous prend vraiment aux tripes. Donc moi j'ai vu Qui brille au combat, donc de Joséphine Japy, qui est passée derrière la caméra avec ce film, d'après un scénario qu'elle a coécrit avec Olivier Torres. Donc c'est inspiré par l'histoire vraie de sa sœur cadette, qui s'appelle Bertie, et qui souffre d'un handicap sévère qui entraîne des comportements autistiques. Et donc il a été présenté en avant-première dans la section séance spéciale, et on suit les difficultés de cette famille en fait à gérer ce handicap, mais aussi on voit c'est ce que j'ai beaucoup aimé, on voit les moments de joie en fait qu'ils partagent ensemble, à travers aussi le regard différent de Bertie, surtout avec sa sœur Marion, donc ça rend le film très très touchant. C'est un très beau film sur le handicap et la famille, sur le fait de surmonter les difficultés ensemble, et j'ai trouvé vraiment Mélanie Laurent magistrale dans le rôle de maman. Moi ça m'a énormément touchée, donc à voir. Bon merci, c'est tout pour nous pour cet épisode de Cannes Spécial Édition jour 3. On espère que ça vous a plu et nous on se retrouve très très bientôt pour le jour 4. Mais oui, à demain. À demain. Ciao ciao.